Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième et dernière édition de Maire Info le débat qui sera consacrée aujourd'hui à la réforme du mode de scrutin dans les communes de moins de 1000 habitants. Vous le savez en effet, les élections municipales de mars prochain vont être l'occasion d'une véritable petite révolution dans 24 000 communes du pays, toutes les communes de moins de 1000 habitants, puisque on verra l'instauration des listes paritaires pour ce scrutin municipal. On va voir dans ce débat que cette réforme a ses partisans, mais aussi ses adversaires. Et avant d'en parler avec nos invités, on va rappeler, Lucille, ce que va changer ce texte. En effet, jusque-là, les conseils municipaux n'étaient pas élus de la même façon dans les communes de plus et de moins de 1000 habitants. Dans celles de plus de 1000 habitants, l'élection se joue à la proportionnelle avec des listes paritaires. Dans celles de moins de 1000 habitants, le mode de scrutin était dit plurinominal avec possibilité de panachage, c'est-à-dire que les votants avaient la possibilité de rayer ou d'ajouter un nom sur le bulletin de vote. Ce sera terminé à partir des élections de mars prochain. Même dans les petites communes, il faudra constituer une liste strictement paritaire avec alternance un homme, une femme ou une femme, un homme. Attention, si des électeurs par habitude rayent un nom sur le bulletin de vote, il sera considéré comme nul. Ce sont donc de nouvelles règles qui vont bel et bien bouleverser les habitudes des candidats comme des électeurs. Alors, cette réforme est-elle un pas en avant démocratique, comme le disent les défenseurs de la réforme, dont l'AMF, on va le voir, ou va-t-elle au contraire poser plus de problèmes qu'elle ne va en résoudre pour la construction des listes? C'est ce que nous allons débattre avec nos invités. Donc, nous accueillons Sandrine Gauthier-Pacou, vous êtes maire de Ménois et présidente de l'Association des maires du Jura. Bonjour. Tout à fait, bonjour. Et Guy Geoffroy, bonjour à vous. Vous êtes maire de Comble-la-Ville en Seine-et-Marne et vice-président de l'AMF. Bonjour. Alors Guy Geoffroy, l'AMF a soutenu cette évolution depuis le début du processus parlementaire. Pourquoi ce soutien ? Alors, l'AMF a soutenu cette idée bien avant le processus parlementaire qui vient d'aboutir, puisque j'étais à l'époque déjà membre du bureau de l'AMF et à la demande de François Baroin, j'avais travaillé et réussi à emporter l'adhésion de l'unanimité du bureau national de l'AMF à l'époque sur le principe qu'après être passé de 3500 à 1000, puisque c'était l'étape de 2013 qui a précédé les élections municipales de 2014, il convenait d'aller jusqu'au bout de cette décision qui tout simplement s'imposait du fait de la volonté d'instaurer la parité dans tous les conseils municipaux de France. J'ai bien entendu, on y viendra certainement, toutes les questions, interrogations, toutes légitimes à propos de cette loi et la parité, mais bien évidemment, nous allons en parler. Mais je voulais vraiment insister sur le fait que l'AMF n'a pas pris un train en marche. L'AMF, depuis plus de 10 ans, a décidé à l'unanimité de ses instances dirigeantes qu'il fallait aller au bout de la démarche. Alors pourtant, un certain nombre de maires craignent que cette réforme soit contre-productive. C'est votre cas, Sandrine Gauthier-Pacou. Expliquez-nous. Pourquoi vous avez des réserves sur cette évolution? Oui, alors déjà dans un premier temps, il faut décorréler ce scrutin de liste paritaire. Donc nous avons d'un côté le scrutin de liste et de l'autre la parité. On ne peut évidemment pas s'opposer à la parité, même si dans les petites communes, on a besoin d'élus plutôt qu'avoir besoin d'hommes ou de femmes. Dans les toutes petites communes, nous n'avons pas de service technique. Nous avons une secrétaire de mairie qui est là 8 heures par semaine. Donc les services techniques, ce sont les élus. Et donc on a besoin de bras. Donc voilà, déjà, bien évidemment, je ne vais pas m'opposer à la parité, mais ça peut être un écueil. Concernant le scrutin de liste, dans les petites communes, je dirais moins de 500, moins de 300 habitants, nous n'avons pas un vivier suffisamment important de potentiels candidats afin de pouvoir constituer plusieurs listes. Nous allons donc nous retrouver avec une seule liste, très complexe pour les électeurs qui n'auront plus le choix. Quelque part, la démocratie est mise à mal à ce niveau-là. Geoffroy, vous voulez répondre sur ces premiers arguments? Oui. Moi, je suis toujours très perplexe et je n'ai jamais eu de réponse à la question que je vais poser. Comment établir la parité dont on déclare qu'on y est favorable sans scrutin de liste? J'ai posé la question à tous ceux, notamment dans mon département, qui ont manifesté les mêmes questions que celles qui viennent d'être évoquées. Je n'ai jamais eu de réponse. Et je me permets de reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure, qui correspond à ce que je suis en train d'évoquer. Le scrutin,
il n'est pas proportionnel. Le scrutin pour les élections municipales est un scrutin majoritaire avec un correctif proportionnel. Non, mais c'est important de le dire. Alors que pour les régions, c'est l'inverse. C'est un scrutin proportionnel avec une prime majoritaire. Donc, on a toujours la même volonté d'avoir une commune gérée avec une majorité, élue sur un projet, parce qu'une liste, c'est une tête de liste, mais c'est également un projet, alors que jusqu'à maintenant, il y avait des listes de fait, mais il n'y avait pas obligation que ce soit cette liste-là, avec son projet, qui se retrouve à diriger la commune ensuite. Donc c'est une clarification. Hein, et donc moi, je ne vois pas du tout la difficulté. Puis j'ai été député. Dans mon dernier mandat, ma suppléante était maire d'une commune de moins de 200 habitants. C'était entre 2012 et 2017. Eh bien, imaginez-vous qu'entre 2012 et 2017, commune de moins de 200 habitants, elle avait dans son conseil à l'époque plus de femmes que d'hommes. Certes, elle n'était pas paritaire, mais dans le sens inverse de ce que l'on entend aujourd'hui. Donc, l'argument « on ne trouvera pas de femmes, le vivier n'est pas suffisant », c'est un argument que nous avions déjà entendu lorsqu'on était passé en 2013 de 3500 à 1000 habitants. Et cet argument, il s'est effondré devant la réalité qu'il y a autant de femmes que d'hommes, avec autant de compétences, pas de services techniques, donc c'est les élus qui font, et par hasard, ça serait plus d'hommes que de femmes, comme si les femmes n'avaient pas la capacité à faire, y compris dans des domaines que l'on attribue, la plupart du temps, encore aux hommes. Donc, vous voyez, les interrogations sont légitimes. La volonté que ça soit plus simple, plus réalisable, aussi. Mais le Sénat a fait le travail qui, justement, a permis que ces objections tout à fait compréhensibles soient levées. Et l'Assemblée nationale l'a bien compris, puisqu'elle a voté en termes identiques la loi qui avait été précédemment travaillée par le Sénat. Si on se confronte un peu au terrain, Madame Gauthier-Pacou, est-ce que vous avez eu des échos de maires que cette évolution a peut-être poussé à jeter l'éponge ou qui l'ont prise comme un énième obstacle dressé devant eux au moment où on sait la crise des vocations est très grave? Oui, tout à fait. Nous avons certains élus qui ont dit non, là c'est la fois de trop, nous arrêtons. Et alors, voilà, contrairement à ce que vous pouviez dire quand on parle de vivier, effectivement, dans les petites communes de 80 habitants, de 100 habitants, certains élus sont confrontés à une problématique majeure concernant le recrutement principalement de femmes. On ne va pas stigmatiser les hommes ou les femmes parce que dans certaines communes, on a quelques difficultés à recruter des hommes, mais majoritairement, ce sont les femmes. J'ai un exemple sur mon territoire où Madame la maire m'a dit écoute, j'ai constitué ma liste, c'est bon, seulement j'ai 2 femmes qui m'ont dit inscris-moi sur la liste, mais je ne siégerai pas et je n'interviendrai pas au sein du conseil municipal. Parce que ça ne les intéresse pas, parce qu'elles n'ont pas le temps, etc., etc. Il y a un certain nombre de souplesses. Alors, on vient justement à la question que vous disiez sur le fait que le Parlement a amené un certain nombre de souplesses à la loi, en particulier le fait qu'il est possible aujourd'hui de constituer des listes non complètes jusqu'à 2 sièges en dessous de l'effectif théorique légal du conseil municipal. Dans une commune de 400 habitants, par exemple, s'il faut 13 élus, on peut n'en avoir que 11. Pour vous, ce n'est pas suffisant et ça ne suffira pas à régler le problème ? Vous savez, dans les communes de moins de 100 habitants, 7 conseillers municipaux. Si on descend à 5, ça peut être quand même problématique pour toutes les activités, toutes les tâches techniques que les élus sont amenés à faire. On diminue le nombre de potentiels bras. Alors, ce qui est dit est intéressant parce que, au fur et à mesure des arguments, j'entends que le seuil ne serait plus de 1000, il ne serait pas de 200, puisque j'ai donné un exemple de commune de moins de 200 habitants où ça marchait, il serait de 100. Donc, vous voyez, on a énormément progressé. Non. Vous savez, moi, je comprends tout cela. Je l'ai vécu au travers de toutes les communes de la circonscription dont j'étais député. Mais finalement, on y arrive. Est-ce que vous avez entendu un seul maire d'une commune de moins de 3500 habitants qui s'interrogeait avant 2014 et qui nous est demandé de revenir sur la loi qui a été votée en 2013 pour 2014? Aucun. La problématique n'est pas du tout la même. Quand on a une population de 1000 à 3500 habitants, on a potentiellement plus de possibilités de constituer des listes parce que beaucoup plus de candidats potentiels. Dans les communes de moins de 1000 habitants, vous savez, quand on a fait le tour, je vais prendre l'exemple de ma commune. Clairement, aujourd'hui, nous sommes 11 conseillers municipaux, 4 femmes, 7 hommes. Nous avons 3 hameaux.
On va aller chercher des candidats dans chaque hameau. C'est très important pour nous. Quand on rajoute l'aspect socio-professionnel, parce qu'on tient à avoir des représentants agriculteurs, des représentants artisans, quand on ajoute ces femmes, ça devient très très compliqué. J'avais un exemple sur un hameau. On avait un homme ciblé, et ben on est allé le voir en lui disant « Ben non, tu ne pourras pas venir parce qu'il faut qu'on trouve une femme sur ce hameau pour pouvoir constituer notre liste. » Alors, au-delà de la question de la parité, on a donc un nouveau mode de scrutin. Quelles en seront les conséquences? Les défenseurs du texte ont expliqué que ça obligerait les candidats à élaborer un véritable projet. Mais ça veut dire que ce n'était pas le cas avant? Alors, vous n'êtes pas d'accord, ça se voit tout de suite. Mais, on commence par Guy Geoffroy. Quand il n'y a pas de liste obligatoire, vous pouvez avoir des candidats qui vont se retrouver par le jeu des panachages dont sont souvent victimes les maires sortants. Moi, je l'ai connu à l'époque, avant 1983, où même dans les communes de 50 000 habitants, vous aviez le vote avec panachage et vous dépouilliez jusqu'à 5 ou 6 heures du matin. Hein, c'était l'halali. Et souvent, dans ces communes, d'ailleurs, le dernier élu, c'est-à-dire celui qui avait le moins de voix, c'était le maire. Parce que c'était celui qui, naturellement, était le plus rayé, parce que lui, on l'avait identifié comme ayant refusé tel permis de construire, ayant demandé telle chose à tel habitant qui ne voulait pas le faire alors qu'il avait à le faire, etc. Donc, on appelait le tir au pigeon à une époque. Absolument. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de négatif pour une commune d'avoir en pleine lumière une liste avec un projet? Je trouve que c'est extrêmement positif. D'autant plus que s'il y a une liste qui s'oppose et qui, sur un conseil municipal de 15, par exemple, aura 3 sièges. Hein, si vous faites le calcul avec le mode de scrutin, s'il y a 2 listes, la liste qui gagne a 12 sièges et la liste qui perd a 3 sièges. Elle aura également eu un projet qui pourrait être un contre-projet, qui pourrait être un objet de débat devant la population et non pas le grand n'importe quoi auquel on assiste quelquefois, pas que dans les communes de moins de 1000 habitants aujourd'hui, mais là où il n'y a pas véritablement de projet. Les électeurs ont droit à la clarté dans la présentation des projets, ils ont le droit à la clarté dans la vie de la commune pendant les 6 ans où des élus sur des projets, des listes différentes, vont travailler ensemble, si c'est possible, pour le bien de la collectivité. Madame Gauthier-Pacou. Oui, alors vous parlez de projets. Vous savez, dans les petites communes, les finances sont ce qu'elles sont aujourd'hui et les communes ont très très peu de projets. Donc les candidats, les listes ne sont pas élus au vu d'un projet, mais au vu des personnes, parce que dans les petits villages, tout le monde connaît tout le monde. Je vais encore prendre l'exemple de ma commune. Donc, nous allons atteindre la parité, bien évidemment. Nous aurons 6 hommes et 5 femmes. Donc, la tête de liste potentielle sera un homme. Il va falloir expliquer, ben oui, si on a 6 hommes, 5 femmes, la tête de liste sera forcément un homme. Il va falloir expliquer aux électeurs que la tête de liste n'est pas la personne qui se présentera au siège de maire. Et ça, c'est pareil. Il va falloir vraiment faire de la pédagogie pour ça. Alors, je suis tenté de dire que si c'est le seul problème que vous rencontrez, non, mais c'est un exemple comme les autres. Il y a beaucoup plus grave que ça. Hein, justement, ça aussi, c'est de la clarté, c'est de la transparence. Hein. J'ai une liste avec 6 hommes et 5 femmes parce que malgré mes efforts, je n'ai pas pu trouver 6 femmes. L'intention étant que ça soit une femme qui soit maire. Donc voilà la réalité. Mais la loi fait que c'est tel homme qui sera en tête de liste, mais il sera premier adjoint, et c'est telle personne, une femme, qui sera maire. Pas forcément. Où est le problème? Je vais reprendre l'exemple de ma commune. Je ne sais plus ce que je voulais dire, excusez-moi. Oui, je vais reprendre l'exemple de ma commune. Aujourd'hui, nous sommes 4 femmes et 7 hommes. Nous allons devoir demander à cette équipe qui fonctionne très bien de demander à un homme de se retirer au profit d'une femme. Et vous savez, dans les petits villages, tout le monde connaît tout le monde. Ça va être quand même très, très compliqué. Mais vous savez... Attendez, on va, juste parce qu'il nous reste très peu de temps, je voudrais qu'on aborde un dernier sujet, c'est celui du moment du vote lui-même. Lucille l'a dit tout à l'heure, les bulletins rayés, s'il y a un non rayé, seront des bulletins considérés comme nuls. Oui. Et beaucoup pensent que ça va être un gros sujet de faire comprendre aux électeurs qu'on ne peut plus rayer un non. Est-ce qu'il va y avoir une communication dans vos communes qui va... Alors, est-ce qu'il y en aura une nationalement? On ne le sait pas encore. Mais localement, comment vous allez faire pour faire comprendre ça aux électeurs? Nous avons commencé déjà d'évoquer avec les électeurs le fait que nous n'aurons qu'une liste, donc pas
pas de possibilité de choix pour les administrés, pour les électeurs. Et un certain nombre d'électeurs nous disent déjà, moi je ne viendrai pas voter. Clairement, je ne viendrai pas. Et si je viens, je rayerai pour faire part de mon mécontentement. Guy Geoffroy, rapidement. Oui, moi je comprends tout ça, mais on s'apercevra après les élections que finalement ça marche et que ça continuera à marcher de mieux en mieux. Hein, moi, je ne suis pas plus inquiet que cela. Mon association départementale a d'ailleurs, dès que la loi a été validée par le Conseil constitutionnel, a organisé une réunion pour les maires qui s'interrogeraient. Et nous avons eu une soixantaine de maires de notre département qui sont venus à cette réunion, qui ont trouvé que c'était très intéressant. Nous l'avons Donc fait il faut informer. Et moi, je me tiens d'ailleurs à disposition, en tant que président de mon association départementale, de tous les maires qui souhaiteraient que je vienne auprès de leur population informée. Je voudrais terminer sur un mot. Vous savez, oui, ce sera le dernier mot. À partir de la question de la parité, si on n'avait jamais eu aucune loi en France sur la parité, vous n'auriez pas autant de femmes au Sénat, vous n'auriez pas autant de femmes, pas encore assez à l'Assemblée nationale, vous n'auriez pas autant de femmes dans les conseils régionaux, pas autant de femmes dans les conseils départementaux et pas autant de femmes dans les conseils municipaux. Notre pays est fait comme ça, il faut une loi pour faire avancer les choses. Je le regrette. Le département du Jura envoie depuis très très longtemps 5 parlementaires sur le département et nous avions 5 femmes. Donc la parité, je pense qu'on peut l'obtenir sans obliger les communes au scrutin de liste paritaire. Eh bien, écoutez, le verdict sera donné aux prochaines élections municipales et rendez-vous au congrès de l'année prochaine pour faire le bilan et voir si le fait que la loi a évolué aura permis de faire évoluer aussi la parité. Merci à vous deux et merci à tous. À bientôt.